Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on plonge dans une structure anatomique et physiologique vraiment étonnante chez les cétacés, le réseau admirable, aussi appelé Rete mirabile. C'est un élément, on va le voir, fondamental de leur adaptation à la vie aquatique. Et pour nous éclairer sur ce sujet fascinant, nous accueillons un spécialiste de ces incroyables mammifères marins. Alors, pour bien commencer, est-ce que vous pourriez nous dire simplement ce que c'est, ce réseau admirable, et où est-ce qu'on le trouve chez ces animaux? Absolument. Alors, le réseau admirable, c'est, comment dire, un plexus vasculaire. En gros, un réseau de vaisseaux sanguins, artères et veines, extrêmement dense, très très entremêlé. On le localise surtout à des endroits assez stratégiques, autour du cerveau, aussi le long de la colonne vertébrale, et pas mal à l'intérieur de la cage thoracique. Si on prend l'exemple des dauphins, ils ont un système vraiment massif au niveau du cou et du thorax. Et la partie près du cou, elle est intéressante parce qu'elle aide à irriguer le cerveau, via ce qu'on appelle les artères méningées. C'est important parce que chez le cétacé adulte, les artères carotides internes, qui font ça chez nous par exemple, elles sont toutes petites, voire absentes. Donc ce réseau compense, en quelque sorte. Et tout ça est alimenté par plein d'artères dorsales, celles du dos, du thorax. Ça garantit un apport sanguin fiable, quoi. D'accord, donc c'est une structure assez complexe et visiblement très importante. Quelles sont ces fonctions exactement? Pourquoi c'est si déterminant pour eux, surtout quand ils plongent? Oui. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il a plusieurs rôles. C'est vraiment multifonctionnel. D'abord, la régulation de la pression artérielle. Imaginez un dauphin ou une baleine qui nage puissamment ou qui plonge très profond. Ces mouvements créent des pics de pression sanguine, surtout vers le cerveau. Eh bien, ce réseau, il agit comme un amortisseur. Une étude récente a même montré qu'il pouvait absorber, tenez-vous bien, jusqu'à 97% de ces pulsations de pression. Ah oui, quand même, 97%. Oui, c'est énorme. En fait, il redistribue le flux entre les artères et les veines. Ça lisse la pression qui arrive au cerveau. C'est une protection mécanique, si vous voulez, essentielle. Je vois. Et à part amortir les chocs de pression? Deuxièmement, ça sert de réservoir. Un réservoir de sang oxygéné. Quand l'animal est en apnée, sous l'eau, il retient sa respiration. Le sang qui est riche en oxygène et qui vient peut-être d'organes moins actifs à ce moment-là, peut être stocké dans ce réseau. Surtout celui qui est dans la cage thoracique. Ça fait une réserve d'oxygène dispo pour les organes vitaux, comme le cerveau, le cœur, pendant les plongées qui durent longtemps. Une sorte de bouteille de plongée interne, en quelque sorte. C'est une bonne image, oui. Ça permet de rediriger le sang là où il faut, quand il faut. Et enfin, troisième fonction importante, la thermorégulation. Au niveau des extrémités, comme les nageoires, la queue, ces zones ne sont pas bien isolées par la graisse, elles perdent de la chaleur dans l'eau froide. Là, le réseau admirable fonctionne comme un échangeur de chaleur à contre-courant. Le sang chaud des artères qui va vers la nageoire passe tout près du sang froid des veines qui en revient. Mhm. Du coup, le sang artériel réchauffe le sang veineux avant qu'il retourne dans le corps. Ça limite énormément les pertes de chaleur par ces zones. Malin, non? Très ingénieux, oui. Cette polyvalence est incroyable. Vous disiez que c'est particulièrement développé chez les cétacés. Chez les mammifères terrestres, ça existe aussi parfois, mais en quoi c'est différent? Oui, la différence est vraiment majeure. Chez certains animaux terrestres, les chevaux, les girafes par exemple, on peut trouver des petites structures vasculaires un peu similaires, mais elles sont beaucoup moins développées, et leurs fonctions sont souvent plus limitées. Refroidir un peu le sang qui va au cerveau, gérer une petite surtension passagère. Chez les cétacés, c'est une autre échelle. Le développement est exceptionnel, vraiment lié aux contraintes de la vie dans l'eau. Le volume de ce réseau est considérable, ce qui permet justement ce stockage de sang important dont on parlait. Et même la structure microscopique des artères dans ce réseau est spéciale. Les muscles lisses particuliers, du collagène, des réserves de glycogène. Tout est adapté pour répondre aux besoins de la plongée. Et puis, il y a ce rôle vraiment fondamental pour l'irrigation du cerveau chez l'adulte, qui compense l'absence des carotides. Ça, c'est très spécifique aux cétacés. D'accord. Alors si on essaye de voir la vue d'ensemble, quel est l'impact global de cette adaptation sur leur mode de vie, sur leurs capacités? C'est simple, c'est une pièce maîtresse de leurs incroyables performances de plongée. Quand on parle d'un cachalot qui peut rester 90 minutes sous l'eau ou descendre à plus de 2000 mètres, le réseau admirable est un des éléments clés qui rendent ça possible. Évidemment, ça travaille avec d'autres adaptations, hein. Le cœur qui ralentit, les vaisseaux qui se contractent pour envoyer le sang là où il faut. La bradycardie, la vasoconstriction périphérique? Exactement. Mais le réseau admirable
aide aussi à gérer les variations de pression gigantesques, les échanges gazeux complexes en profondeur. Il pourrait même jouer un rôle pour éviter les problèmes de décompression, un peu comme chez les plongeurs humains. C'est vraiment une innovation évolutive qui a été déterminante pour leur retour réussi à la vie aquatique. Et j'imagine que les outils modernes, la modélisation informatique par exemple, nous aident à comprendre encore mieux comment ça marche, hein, et peut-être ses limites, hein. Tout à fait. Ces outils nous permettent de mieux visualiser les flux, les échanges dans ces réseaux complexes. Ça affine notre compréhension et ça nous fait aussi réaliser à quel point ce système qui est si finement ajusté pourrait être sensible à certaines perturbations de l'environnement. En résumé donc, ce réseau admirable, c'est bien plus qu'une simple curiosité anatomique. C'est une adaptation ultra sophistiquée avec plein de fonctions qui montrent vraiment l'ingéniosité de l'évolution chez les cétacés pour maîtriser leur milieu. Oui, et ça soulève d'ailleurs une question importante pour l'avenir, je trouve. Quand on voit la finesse de ce système vasculaire, son rôle dans la gestion de la pression, de l'oxygène, on peut se demander comment les activités humaines pourraient l'affecter. Je pense par exemple aux bruits sous-marins intenses, qui génèrent des ondes de pression, ou même aux changements rapides de température de l'eau qui touchent à la thermorégulation. Est-ce que ces perturbations pourraient dérégler cette belle mécanique interne d'une manière qu'on ne soupçonne pas encore tout à fait? C'est d'une vraie interrogation. Merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur cetacé.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.